De retour sur le plateau pour cette deuxième séquence, financement de l'action climatique, la fin de l'injustice. Pour évoquer ce sujet, j'accueille Grégoire Chauvière-Le Drian, chef du bureau du groupe BEI en France. Bonjour Delphine. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous l'avons vu lors de la première séquence de ce forum. Évidemment, la question des financements est au cœur de ce qui s'est passé à la COP, avec cette décision qualifiée d'historique de créer un fonds pour financer les pertes et dommages des pays les plus exposés aux impacts du changement climatique. Ce qui est historique, c'est finalement la reconnaissance d'une dette climatique. On attendait beaucoup de cette COP à Sharm el-Sheikh. En particulier, c'était une COP qui avait une ambition de transposer tous les engagements qui avaient été pris en une réelle mise en œuvre. L'accord qui a été trouvé, on le qualifie d'accord en demi-teinte, ce qui est courant pour ce type de conférence où on attend beaucoup. Il y a eu une avancée importante sur la reconnaissance d'une dette écologique, c'est-à-dire que les méfaits provoqués par le changement climatique est reconnu. Il y a cette ambition de créer un fonds de compensation dont on ne connaît malheureusement pas encore les modalités, mais on les attend. Et le président Macron a d'ores et déjà annoncé qu'il réunirait l'ensemble des parties prenantes à Paris en 2023 pour définir les modalités d'action et de constitution de ce fonds. Oui, tout à fait, parce que, comme vous l'avez souligné, c'est une ambition, et aujourd'hui, on n'en sait pas grand-chose sur ce fonds, de la même manière que les précédentes COP se sont illustrées par des effets d'annonce. On a beaucoup parlé pendant tout le début de la COP et jusque pratiquement au dernier dimanche où est arrivé ce nouveau fonds, de la question des 100 milliards de dollars annuels promis. J'aimerais qu'on soit un peu plus pédagogue, c'est-à-dire qu'on explique véritablement comment sont structurés finalement ces 100 milliards promis, qui vont quand même constituer pour la suite aussi les montants annuels sur lesquels se sont engagés. Donc, vous représentez la BEI. Est-ce que vous nous expliquez la structure de ces financements qui sont là aussi constitués par de la dette, majoritairement, de la dette de pays africains qui sont déjà fort endettés. Donc, on a d'un côté la dette climatique qui vient d'être reconnue, mais en face, finalement, des prêts. L'engagement qui avait été pris en 2015 au cours de la COP21, ce qu'on appelle les accords de Paris, c'était effectivement de consacrer 100 milliards de dollars par an aux pays en voie de développement pour favoriser, aux pays émergents et aux pays en développement, pour favoriser l'émergence d'énergies renouvelables ou en tout cas d'une économie qui soit sobre en carbone. Aujourd'hui, où est-ce qu'on en est ? L'année dernière, l'ensemble des banques multilatérales ont consacré 81 milliards de dollars à la lutte contre le changement climatique. Je reviendrai un petit peu sur ce que ça représente. Sur ce chiffre de 81 milliards de dollars, plus de 60%, 51 milliards exactement, ont été consacrés aux pays émergents. On est donc à mi-chemin de l'engagement qui avait été pris en 2015. On peut s'en féliciter, c'est déjà une première avancée, mais il y a encore beaucoup d'attentes et encore beaucoup de besoins. Et je voudrais qu'on revienne sur cette notion de structuration du montant. Tout à fait. Qu'est-ce que ça représente derrière ces 51 milliards ? Exactement. 2 tiers d'ailleurs sont consacrés à de l'atténuation, tandis qu'un tiers à l'adaptation. Et c'est un élément très important, notamment pour l'Afrique, qui est le continent qui émet le moins, et qui pourtant subit le plus, d'où l'importance de l'adaptation. Maintenant, ce sont avant tout des outils de financement de projets. C'est-à-dire que nous accompagnons, nous ne sommes pas là pour subventionner tel ou tel État, nous sommes là pour financer des projets qui ont un impact concret sur l'environnement, sur la ressource énergétique, sur l'approvisionnement énergétique des citoyens. En Afrique, par exemple, nous avons, je le dis au titre de la Banque européenne d'investissement, qui consacre près de 10% de son activité à l'activité en dehors de l'Union européenne. Nous avons typiquement financé la plus grande ferme d'éoliennes sur le continent africain, le lac Turkana, qui permet l'approvisionnement en énergie de 700 000 personnes au Kenya. C'est un projet qui a été financé à hauteur de 200 millions d'euros et c'est une des réalisations que l'on a pu faire, naturellement, donc qui est comptabilisée dans cette ambition des 100 milliards de dollars.
Donc, on ne sait pas encore grand-chose de ce nouveau fonds, mais la grande différence, ce serait que, comme il s'agit finalement d'une compensation pour pertes et dommages, là, on ne parlerait pas, on parlerait plutôt des pays développés qui remboursent une dette historique, plutôt que de pays pauvres ou de pays en développement qui s'endetteraient encore plus. Ça serait la grande différence, a priori? Je ne me prononcerai pas aujourd'hui sur la définition des modalités de ce fonds dont on connaît assez peu encore les éléments structurants. Simplement, ce que je peux dire, c'est que la bonne intelligence, c'est le mixage des ressources. Vous avez certains acteurs qui sont en capacité, dont les fonctions sont de favoriser des financements de projets via des outils de dette. C'est le cas de la Banque européenne d'investissement, c'est le cas d'autres acteurs comme la Banque mondiale, comme l'IFC, la Société financière internationale. Vous avez des acteurs bilatéraux, l'Agence française de développement en France, pour ne citer qu'elle, qui financent des projets sur la base d'un financement en dette, sur des projets qui sont soutenables. Vous avez d'autres acteurs qui disposent de financements en subvention, qui, de manière intelligente, ces subventions adossées à des outils de dette peuvent permettre de faire baisser, in fine, le coût d'un projet. Et au final, via un mixage intelligent et un mixage efficace entre la ressource en dette et la ressource en subvention, vous baissez le coût du projet et donc, in fine, le coût du kilowattheure produit. Pour vous donner un exemple, au Sénégal, nous avons financé une usine de panneaux photovoltaïques permettant l'approvisionnement énergétique de plus de 500 000 personnes. Ce projet permet, en termes de coût d'énergie de production du kilowattheure, d'avoir le kilowattheure le moins cher du continent africain. Et ça, c'est grâce à un mixage intelligent entre des ressources en dette, des ressources en subvention. Et pour nous, c'est ce qui garantit aujourd'hui la soutenabilité des projets que nous finançons. Il faut qu'ils soient soutenables pour être financés et pour avoir une visibilité et pour avoir une pérennité du projet. Et c'est très important dans l'approche que nous avons, c'est on finance un projet dont on veut qu'il soit finançable, qu'il soit bancable et surtout qu'il soit soutenable à long terme. Très bien, merci. On reviendra dans quelques minutes sur à la fois le rôle que l'Europe a eu dans cet accord dit historique. Pour revenir sur les prêts et sur l'activité de la BEI, comme vous le savez, à la COP, il a bien sûr été question de la question énergétique et d'un fameux mix énergétique, puisqu'on sait que le continent détient à la fois des ressources fossiles et un énorme potentiel renouvelable. Quelle est la politique de la BEI en termes d'investissement et d'accompagnement énergétique et en quoi peut-elle accompagner le continent africain? L'énergie et au-delà de ça le climat est un bien public mondial, donc c'est une problématique qui doit se prendre dans son ensemble. La BEI a pris en 2020, elle a initié en 2019 et elle a pris des décisions très fortes en 2020 pour transformer cette banque européenne d'investissement en banque européenne du climat. Et cette stratégie, la définition de cette nouvelle stratégie s'appuie en particulier sur 3 piliers qui sont très importants. Le premier, c'est l'exclusion de notre portefeuille d'investissement, l'exclusion des projets que nous finançons, des projets qui mobilisent des énergies fossiles. Et ça, c'est un engagement très fort. On a été le premier acteur public et privé à prendre cet engagement et on a été suivi par la suite par d'autres acteurs publics et privés. Mais vous pouvez comprendre que pour les pays africains qui, encore une fois, ont un accès, la moitié de la population n'a pas accès à l'électricité, ils regorgent quand même d'énergie fossile. Est-ce que vous allez infléchir votre politique pour éventuellement arriver à un mix énergétique? La question, c'est plutôt la question du mix énergétique pour accompagner le développement, en quelques mots. On a une approche qui est très simple, que je vais résumer peut-être de façon caricaturale. Pour nous, le gaz est une partie du problème et ce n'est pas une partie de la solution. Et à ce titre, nos engagements, nos financements s'orientent principalement, exclusivement vers des projets d'énergie renouvelable. On a parlé de rareté de la ressource financière, on est à la recherche aujourd'hui de financements supplémentaires. L'argent public qui est développé, qui est déployé par la Banque européenne d'investissement, aujourd'hui il est orienté vers des projets mobilisant ou développant des énergies renouvelables. On considère que c'est des technologies qui sont plus rapides à mettre en œuvre, qui sont moins coûteuses et qui à terme, en termes d'impact environnemental, sont bénéfiques. Et c'est pour ça qu'on oriente aujourd'hui nos financements vers des énergies renouvelables, l'hydroélectrique, les photovoltaïques, l'énergie éolienne. Ce sont aujourd'hui les technologies que l'on essaye de développer sur le continent africain. C'est une conviction à l'échelle européenne?
Complètement. On a tout à fait les mêmes ambitions au niveau européen. Aujourd'hui, et ça fait partie des engagements qu'on a pris, nous souhaitons, à horizon 2025, doubler nos financements dédiés à des projets ayant un impact positif sur le climat. Depuis 5 ans, nous avons financé près de 60 milliards d'euros de projets avec un impact positif sur le climat. On va continuer, on va progresser et on va développer encore nos financements vers ces projets. Un petit mot de conclusion par rapport à vous-même qui êtes un Européen convaincu sur le rôle qu'a eu l'Europe à cette COP27 et puis peut-être sur cette idée lancée par le président Macron de lancer un sommet donc à Paris en juin 2023. Question que je pose aux banquiers. Pour mettre en place un nouveau pacte financier, est-il nécessaire ? On peut se satisfaire du premier résultat de la COP. C'est un premier élément, mais très clairement, il y aura une mise en œuvre, il y aura une précision qui devra être apportée et on peut formuler de grandes ambitions par rapport à ce sommet qui a été appelé par le président Macron. On peut se satisfaire également dans un contexte multilatéral compliqué, que je vais qualifier de compliqué, avec des acteurs qui aujourd'hui ne jouent plus la carte du multilatéralisme, d'avoir trouvé un accord qui soit ambitieux et qui reconnaisse cette dette écologique qui était appelée depuis longtemps, depuis le sommet de Rio en 92. Nous attendions, les pays, en particulier les pays les plus vulnérables, attendaient cette reconnaissance. C'est une première étape. Maintenant, il faut accompagner cette mise en œuvre, il faut se doter de moyens de soutien et de financement des projets pour apporter des solutions de financement pour favoriser l'émergence de projets dans les énergies renouvelables, éoliennes, photovoltaïques. L'Afrique a énormément de ressources, à nous aussi d'apporter des financements. Et il y a des échanges croisés entre des initiatives qui peuvent être prises au niveau africain, des initiatives qui sont prises au niveau européen. Je pense au transport, je pense à l'utilisation des ressources naturelles, au traitement des eaux, très importante et qu'on se doit de développer aux côtés de nos partenaires. La BEI a investi plus de 4 milliards d'euros en 2020 au sein du continent africain. Et nous continuerons à le faire avec une ambition qui est renouvelée et une ambition très forte, car il y a urgence. Très bien, je vous remercie beaucoup Grégoire Chauvière-Le Drian d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes chef du bureau du groupe BEI en France et je vous propose, chers internautes, de passer à la prochaine séquence dédiée donc aux femmes, les femmes face aux enjeux climatiques. Nous allons voir bien sûr quel est l'impact sur les femmes en tant qu'actrices économiques des dérèglements climatiques, mais aussi comment elles peuvent participer de l'action climatique elle-même. À tout de suite.